La lumière se refléta d'abord sur l'argent. Les mains de Caleb se figèrent en plein geste lorsqu'il vit la reine Apache se pencher au-dessus de la table en bois. Autour de son cou pendait quelque chose qui n'aurait plus dû exister, qui ne pouvait plus exister. Il l'avait enterré avec sa mère, 15 ans plus tôt, dans la terre rocailleuse derrière leur cabane brûlée. Et pourtant, il était là, le même travail d'argent finement ciselé, les 3 pierres turquoises disposées comme des gouttes de larmes, et la petite rayure au bord inférieur, laissée lorsque la charrue de son père l'avait accrochée pendant la moisson. Les yeux sombres de la reine se posèrent sur son visage avec une intensité qui suggérait qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait. « On dirait que tu as vu un fantôme, Ranché, dit-elle doucement, ses doigts s'approchant du pendentif d'argent. Mais au lieu du geste défensif auquel Caleb s'attendait, son contact fut presque protecteur, révérencieux. Le poste de commerce devint silencieux, à l'exception des craquements du vieux bois. Même les autres guerriers apaches s'étaient figés, leurs expressions impénétrables mais attentives. Ce n'était pas ainsi que commençaient habituellement les confrontations. Cela ressemblait plutôt à la fin de quelque chose, pas au début. Caleb ouvrit la bouche pour parler, pour exiger des réponses, pour accuser. Mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il vit l'expression de la femme changer. Une lueur de reconnaissance traversa ses traits, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Dis-moi, » murmura-t-elle en se penchant plus près. « Comment ta mère t'appelait-elle quand tu étais petit ?» La question le frappa comme un coup physique. Sa mère l'avait appelé Petit Loup, un nom intime qu'elle murmurait lors des histoires du soir, parlant de guerriers courageux dans des montagnes lointaines. Un nom qu'aucune âme vivante ne pouvait connaître. « Comment peux-tu savoir » commença-t-il. Mais elle leva une main ridée. « Le collier » dit Ayana lentement, sa voix mêlant tristesse et émerveillement. « Il n'a jamais été à toi pour être perdu, n'est-ce pas ?» Le poste de commerce était devenu un tombeau de silence. Même Marcus Drummond, le traître cupide qui avait organisé cette rencontre, s'était reculé contre le mur du fond, son arrogance habituelle remplacée par une peur palpable. La poitrine de Caleb se serra. Le collier avait été le bien le plus précieux de sa mère, la seule chose belle dans leur vie dure. Elle le portait chaque jour jusqu'à ce que la fièvre l'emporte, serrant l'objet contre elle en chuchotant des histoires sur une famille perdue depuis longtemps. Et maintenant, cette femme apache parlait comme si elle connaissait ces histoires, comme si elle les avait entendues avant lui. « Ce collier appartenait à ma mère, » dit Caleb, sa voix à peine stable. « Elle est morte en le portant. » L'expression d'Ayana ne changea pas, mais quelque chose dans l'air se modifia. Les guerriers se raidirent, leurs mains se rapprochant subtilement de leurs armes, non pas dans une menace, mais dans un geste de protection. « Oui, » dit-elle doucement. « Elle est morte en le portant. Je le sais, parce que c'est moi qui l'ai placée autour de son cou avant qu'elle ne nous quitte. » Les mots résonnèrent dans le silence. Caleb eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, comme si toute sa vie n'avait été bâtie que sur du sable. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de chevaux approchant parvint à travers les murs minces, de nombreux chevaux, rapides. La tête d'Ayana se tourna brusquement vers le son expression s'endurcissant. « Nous n'avons plus de temps, » dit-elle avec urgence. « Ils nous ont trouvés. » Le tonnerre des sabots s'intensifia, accompagné de voix rugissantes donnant des ordres. Par la fenêtre poussiéreuse, Caleb aperçut des cavaliers entourant le poste, au moins une douzaine d'hommes, fusils levés. « Drummond » hurla une voix de dehors. « On sait que t'es là avec ces sauvages. Sors tout de suite, ou on entre. » Marcus Drummond se plaqua davantage contre le mur, le visage pâle comme du parchemin. « Je ne leur ai pas parlé de la rencontre, je le jure sur la tombe de ma mère. »« Ta mère !» Ayana se leva lentement, sa voix tranchant son panique comme une lame. « La même mère que tu m'as dit être apache, quand tu m'as vendu ce collier le mois dernier. » Le monde de Caleb se renversa encore. « Tu l'as acheté à lui ?» dit-il, incrédule. « 3 semaines auparavant, » répondit-elle sans quitter Drummond des yeux. Il prétendait que c'était celui de sa mère apache décédée. Qu'il avait besoin d'argent pour l'enterrer. Le visage de Drummond se décomposa. « Écoutez, j'avais juste besoin d'argent. Les temps sont durs, et cette pièce valait plus que ce que la plupart gagnent en un an. Je l'ai trouvée honnêtement, en nettoyant l'ancien domaine des Whitmore après. Après la mort de ma famille, acheva Caleb d'une voix glaciale. Après la mort de ma famille,
acheva Caleb d'une voix glaciale. Les pièces du puzzle s'assemblaient en un schéma horrible. Drummond avait été celui qui avait aidé à enterrer ses parents après la fièvre, lui serrant la main avec une fausse sympathie, tout en planifiant de revenir plus tard pour dépouiller les morts de tout objet de valeur. Le collier est dans ma tribu depuis des générations, dit Ayana, sa voix serrée par une colère contenue. Ma grand-mère l'a porté. Ma mère l'a porté. Et lorsque ma sœur a choisi de nous quitter pour le monde des Blancs, elle l'a emporté avec elle. Ma sœur. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. C'est impossible, murmura Caleb. Ma mère s'appelait Anna Whitecrow, poursuivit Ayana avec implacabilité. Elle a changé son nom en Anne quand elle a épousé ton père. Elle disait à tout le monde qu'elle venait de l'Est, pour cacher ses origines. Dehors, les voix devinrent plus agitées, certains hésitant entre attendre ou donner l'assaut. Caleb entendit le cliquetis métallique de fusils qu'on armait. Mais tout cela semblait lointain comparé au tremblement de terre qui se produisait dans sa poitrine. Sa mère avait été Apache. La sœur de cette femme. Elle avait fui son peuple pour vivre comme une blanche dans un ranch misérable. Elle ne me l'a jamais dit, souffla-t-il, la gorge brûlante. Elle ne le pouvait pas, répondit Ayana, et sa colère se fit compassion. Pas dans ce monde. Pas mariée à un rancher blanc. La vérité aurait détruit tout ce qu'elle essayait de bâtir. Une vitre éclata à l'arrière du bâtiment. De lourdes bottes frappèrent le plancher. C'est fini, cria quelqu'un. Tout le monde au sol. Ayana bougea avec une grâce fluide, se plaçant entre Caleb et le danger qui arrivait. Ses guerriers firent de même, formant un cercle protecteur sans qu'on le leur demande. Il y a encore autre chose, dit-elle avec urgence, sa main serrant le collier. Quelque chose que ta mère m'a fait promettre de te dire si jamais nous nous rencontrions. La porte arrière explosa. Des hommes armés se ruèrent à l'intérieur comme une inondation à travers une digue brisée. Leur chef, un homme au cou de taureau, aux cheveux argentés et aux yeux froids, balaya la pièce de son fusil levé. Eh bien, dit-il d'un ton traînant, son regard se posant sur Ayana. La fameuse reine Apache elle-même. Voilà des semaines que je te cherche, femme. Sharif Garrett. Bredawea Drummond, Solich. Dieu merci vous êtes là. Ces sauvages me menaçaient, ils voulaient me voler. Ties Toy, Marcus. Kupa Garrett sans Detorner Son regard Diana. On connaît ton petit trafic de pillage de tombes. On suit la piste de l'argent volé dans 3 territoires. Caleb sentit une satisfaction amère en voyant le visage de Drummond s'effondrer. Mais ce soulagement s'éteignit vite. Car si Garrett avait traqué le collier, cela signifiait qu'Ayana était en danger pour l'avoir en sa possession. Ce collier, dit l'un des hommes de Garrett en pointant. Il correspond à la description du site de la tombe des Whitmore. Le sourire de Garrett devint tranchant. On dirait qu'on a pris non seulement un voleur, mais aussi l'acheteuse. Ayana resta parfaitement immobile, ses guerriers encadrant sa silhouette comme des statues. Mais Caleb voyait l'évaluation rapide dans ses yeux. Ils étaient en infériorité numérique, 3 contre 1, piégés dans un espace étroit, sans abri. Ce collier a été volé à ma famille, dit-elle calmement. Je l'ai racheté à un homme qui a profané des tombes. Tafamil. Ricana Garrett. Cette pièce venait de la tombe d'une femme blanche. Qu'est-ce que ta famille Apache ferait avec un bijou civilisé? L'insulte resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu. Caleb vit la mâchoire d'Ayana se crisper, mais avant qu'elle ne réponde, il avança d'un pas. Parce que cette femme blanche était sa sœur, dit-il, sa voix résonnant comme une vérité impossible. Un silence lourd tomba. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le sourire assuré de Garrett vacilla. Fils, tu ne sais pas de quoi tu parles. Anne Whitmore est née Anna Whitecrow, poursuivit Caleb, sa voix s'affermissant. Elle a quitté sa tribu pour épouser mon père. Ce collier appartenait d'abord à sa famille Apache. Drummond émit un bruit étranglé. C'est impossible. Anne venait de Pennsylvanie, elle l'a dit à tout le monde. Elle a dit ce qu'elle devait dire pour survivre dans votre monde, répliqua Ayana, tranchante. Ma sœur a sacrifié son identité pour protéger sa nouvelle famille. Le visage de Garrett S.E. Durset. Même si c'est vrai, ça ne change rien. Tu possèdes des biens volés. Et tu abrites des criminels notoires. Il fit signe à ses hommes, qui commencèrent à se déployer,
encerclant les guerriers apaches. La tension emplissait l'air comme un ressort comprimé. Il y a encore une chose, lança Ayana d'une voix tendue. Samain glissa vers le collier. Avant de mourir, Anna m'a fait promettre quelque chose. Quelque chose à propos de toi, Caleb. Quoi? Demanda Caleb, même si une part de lui redoutait la réponse. Elle m'a fait jurer que si jamais tu avais besoin de refuge, si le monde des Blancs te rejetait comme il l'avait rejeté, je devrais t'amener chez toi, dans ta vraie famille. Les mots frappèrent Caleb de plein fouet. Sa mère avait su que ce jour viendrait. Elle avait prévu la possibilité que son fils doive choisir entre le monde qu'elle avait bâti pour lui et celui qu'elle avait fui. « Chez moi, murmura-t-il. Ton grand-père est encore vivant, dit rapidement Ayana. Le père de ta mère. Il n'a jamais cessé d'attendre des nouvelles de sa fille disparue. Il espérait toujours son retour. Vous avez 30 secondes, hurla Morrison de dehors, et nous entrerons par la force. Les hommes de Garrett se rapprochaient des fenêtres, cherchant des issues inexistantes. Les guerriers apaches restaient immobiles, mais Caleb voyait la tension dans leurs épaules, leurs mains posées près des armes. Il y a un passage, dit soudain Drummond, la voix brisée par la peur. Derrière la réserve, ça mène à l'ancienne mine. Je l'utilisais pour transporter des choses que je voulais cacher. Tu veux dire des objets volés, l'accusa Garrett. Quelle importance maintenant? Répliqua Drummond. Par la fenêtre, Caleb vit les soldats de la milice se poster derrière des barricades de chariots renversés et de tonneaux. Leurs fusils brillaient dans la lumière poussiéreuse comme autant de promesses mortelles. 20 secondes, cria Morrison. Ayana regarda Caleb, ses yeux concentrant des années de questions muettes. Ta mère disait que tu aurais un jour à choisir, dit-elle doucement. Entre son monde et le nôtre. Entre la sécurité et la vérité. Choisir quoi? Demanda-t-il, même s'il savait déjà. Choisir qui tu es vraiment, répondit-elle simplement. Le silence qui suivit ces paroles pesa plus lourd que le grondement des bottes dehors. Caleb sentait chaque battement de son cœur résonner comme un tambour de guerre. 10 secondes, rugit Morrison, sa voix traversant les murs comme une lame. Ayana ne détourna pas le regard. Tu es le fils de ma sœur. Que tu choisisses ou non, tu portes déjà son sang. Mais le sang seul ne fait pas un homme. Tes actes le définissent. Un fracas éclata contre la porte avant, un bélier improvisé. Les planches gémirent sous l'impact. Caleb inspira profondément. Ses pensées s'entrechoquaient comme des chevaux paniqués, mais une clarté étrange s'imposa. Toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge soigneusement entretenu. Sa mère avait dissimulé son passé, son identité, et lui avait légué une moitié de vérité. « Je viens avec toi », dit-il enfin. Sa voix tremblait, mais ses yeux ne vacillaient pas. Le visage d'Ayana s'adoucit d'un mélange de tristesse et de fierté. « Alors suis-moi, ne regarde pas en arrière. » Elle fit signe à ses guerriers, et ensemble ils se déplacèrent vers l'arrière du bâtiment, où Drummond tremblait, indiquant la trappe cachée derrière un tas de sacs de farine. Un nouveau coup fit trembler la porte d'entrée. Les clous sautèrent de leurs gonds. 5 secondes. Ayana poussa la trappe. Une bouffée d'air humide monta de l'obscurité. Caleb jeta un dernier regard en arrière. Garrett, les hommes armés, le monde qu'il avait connu, tout cela s'apprêtait à exploser en violence. Puis il plongea dans le passage. Le tunnel était étroit, étouffant, taillé dans la roche il y avait des décennies pour suivre une veine d'argent désormais épuisée. L'air empestate la moisissure et la poussière. Caleb rampa derrière Ayana. SES mains raclant la pierre brute. Sun souffle court. Derrière eux, un rugissement et une détonation firent vibrer la terre, la porte avait cédé. Des cris éclatèrent, des coups de feu claquèrent. La guerre avait commencé à l'étage. Ils vont nous suivre, murmura Caleb. Ils essaieront, répondit Ayana calmement. Mais ils ne connaissent pas ce passage. Nous avons l'avantage du terrain. Au bout de plusieurs minutes de progression, le boyau déboucha dans une galerie plus large, soutenue par des poutres noircies. Des stalactites d'eau goûtaient du plafond, tombant sur leurs visages comme des larmes glaciales. Par ici, indiqua Drummond en rampant maladroitement. Ça mène à l'ancienne sortie de mine, près du canyon. Pourquoi tu nous aides? Cracha Caleb. Drummond s'arrêta, ses épaules voûtées. Parce que Garrett ne me laissera pas en vie. Je connais trop de choses. Il eut un rire nerveux.
Et si je dois choisir entre mourir écrasé ici ou suivre des Apaches, je préfère avoir une chance. Ayana ne répondit pas, mais Caleb lut dans son regard que la confiance restait impossible. Pourtant, le temps pressait, des voix résonnaient déjà dans le tunnel, plus loin derrière eux, des torchers vacillant dans l'obscurité. Ils accélérèrent. La sortie de la mine s'ouvrait sur un précipice. Devant eux, l'horizon flamboyait sous le couchant, inondant les falaises d'une lumière rouge sang. Le canyon s'étendait en contrebas comme une cicatrice béante. 2 chevaux attendaient, attachés à un genévrier tordu. Caleb comprit, les guerriers d'Ayana avaient prévu ce repli. Monty, or Donatiel. Et toi? Nous nous séparerons. Tu dois atteindre la réserve avant la nuit. Garrett n'osera pas y pénétrer sans déclencher une guerre ouverte. Caleb posa une main hésitante sur la crinière du cheval. Tout son corps tremblait pas seulement de peur, mais de l'énorme poids de ce qu'il s'apprêtait à abandonner. Si je pars, je deviens l'un des vôtres, dit-il à voix basse. Ayana l'approcha, son regard brûlant. Tu ne deviens rien. Tu es déjà l'un des nôtres. Tu es le fils de ma sœur. Le reste du monde ne fait que décider s'il accepte ou non cette vérité. Un bruit de pas résonna dans le tunnel. Garrett et ses hommes approchaient. Vite! Caleb monta en selle, maladroit mais déterminé. Ayana fit de même, et leurs chevaux bondirent dans la poussière du crépuscule, s'élançant vers le canyon. Derrière eux, Garrett émergea de la mine. Sa silhouette massive se découpa contre la lumière mourante, son fusil levé. « Tireur !» cria-t-il. Une balle siffla, éclatant un éclat de roche à quelques pouces de la tête de Caleb. Son cœur faillit s'arrêter. « Plus vite !» cria Ayana. Les chevaux dévalèrent un sentier étroit serpentant entre les falaises. Des pierres se détachaient sous leurs sabots, roulant dans le vide. Le vent fouettait leur visage, portant avec lui l'écho des fusillades derrière. La nuit tombait lorsqu'ils atteignirent enfin le plateau qui menait vers les terres Apaches. Là, des silhouettes surgirent de l'ombre, des guerriers montés, arcs et fusils prêts, le regard flamboyant. Ayana leva le collier au-dessus de sa tête. Un murmure parcourut les rangs, puis un cri de reconnaissance s'éleva, se répercutant contre les montagnes. « Bienvenue chez toi », dit-elle à Caleb. Il sentit ses entrailles se tordre, partagées entre terreur et soulagement. Car il comprenait désormais, son ancienne vie était morte dans cette taverne. Ce qui l'attendait ici serait plus dur, mais aussi plus vrai. En arrière, dans la ville, Garrett rassemblait ses hommes. Ses yeux glacés fixaient les montagnes sombres où Caleb et Ayana avaient disparu. « On n'a pas fini », grogna-t-il. Qu'il s'enfuit ce soir, mais demain, la chasse commence. La lune s'était levée haut dans le ciel quand le groupe atteignit le campement Apache. Les feux de camp projetaient une lumière vacillante sur des visages marqués par la fatigue, mais aussi par une fierté tranquille. Les guerriers accueillirent Ayana avec des gestes respectueux, et beaucoup regardèrent Caleb avec une curiosité méfiante. Il sentit leur regard percer jusqu'à son âme. Pour eux, il était à moitié étranger, à moitié frère. Ni entièrement l'un ni l'autre. Un vieil homme s'avança du cercle de lumière. Sa silhouette était voûtée mais ses yeux brillaient d'une intensité qui fit frissonner Caleb. Son visage portait les cicatrices du temps et des batailles passées, et pourtant il émanait de lui une dignité indomptable. « Grand-père » murmura Ayana avec révérence. L'homme hocha la tête, ses yeux passant d'elle à Caleb. « Ainsi donc, il est venu. Le fils d'Anna. » Le souffle de Caleb se coupa. Il n'avait jamais entendu prononcer le vrai nom de sa mère avec une telle gravité. « Elle a parlé de moi » demanda-t-il, la voix enrouée. Le vieil homme posa une main ridée sur son épaule. « Chaque nuit, elle apparaissait dans mes prières. J'espérais toujours que ses enfants reviendraient à nous. Tu es la réponse de l'esprit. » Caleb sentit une chaleur étrange l'envahir. Une appartenance qu'il n'avait jamais connue. Et pourtant, au fond de lui, un doute persista. « Mais je ne connais rien de vos coutumes, » dit-il. « J'ai grandi parmi les Blancs. »« Le sang parle plus fort que les coutumes, » répondit le vieil homme. « Mais tu devras apprendre. Si tu choisis de rester, tu seras éprouvé. » Ayana sortit le collier, le plaçant entre les mains du vieil homme. Celui-ci le leva vers le ciel, ses lèvres murmurant des paroles sacrées. Les flammes des feux semblèrent vaciller, comme si même le vent écoutait.
Le cercle est restauré, déclara-t-il enfin. Ce qui a été perdu est retrouvé. Pendant ce temps, dans la ville, Gareth n'avait pas perdu une seconde. Il installa son quartier général dans la taverne saccagée, réquisitionnant chaque homme armé disponible. Des affiches furent griffonnées à la hâte, promettant une prime pour la capture vivante ou morte d'Ayana et de ses complices. Drummond, ligoté à une chaise, supplia pour sa vie. Mais Gareth n'était pas un homme de pitié. « Tu m'as servi tant que tu avais de la valeur, » dit-il froidement. « Mais désormais, tu n'es qu'un témoin gênant. » Il fit signe à 2 de ses hommes. Leurs mains se refermèrent sur les cordes. Drummond hurla, sa voix résonnant dans les rues désertes, avant qu'un coup sec ne mette fin au son. Gareth s'essuya les mains comme s'il venait simplement de se débarrasser de poussière. « Nous partons à l'aube, » annonça-t-il. « Et cette fois, je ne reviendrai pas sans leur scalp. » Dans le camp Apache, Caleb ne trouvait pas le sommeil. Il s'assit près du feu mourant, regardant les étincelles s'élever vers le ciel étoilé. Chaque craquement du bois résonnait avec ses pensées contradictoires. Ayana vint s'asseoir à côté de lui, en silence d'abord. Puis elle dit : « Tu penses encore à ton ancienne vie. Tout ce que j'ai connu est derrière moi, admit-il. Le ranch, les voisins, même le shérif que je croyais défendre la justice. Tout cela me semble désormais étranger. Mais ici, je ne suis pas encore l'un des vôtres. L'appartenance ne vient pas d'un jour, répondit-elle doucement. Elle vient des choix répétés, des épreuves affrontées. Ta mère a dû cacher qui elle était. Toi, tu dois décider de ne plus jamais cacher la vérité. Caleb la regarda. La lueur du feu éclairait son visage avec une beauté sauvage, marquée par la détermination et la douleur. « Tu crois vraiment que je peux avoir une place ici » demanda-t-il. « Tu n'as pas à la prendre, » dit Ayana. « Elle est déjà tienne. Mais tu devras la défendre. » À l'aube, des éclaireurs revinrent au galop, la poussière soulevant des nuages derrière eux. Les soldats de Gareth, annonça l'un d'eux en haletant. Ils viennent par la vallée. Une 50aine d'hommes. Un murmure parcourut le camp. Les guerriers se levèrent d'un bond, attrapant leurs armes, leurs visages soudain durs comme la pierre. Caleb sentit la pair l'envahir. 50 hommes armés, contre ce camp déjà épuisé, c'était une condamnation à mort. Mais le vieil homme leva la main. Nous n'avons jamais fui. Et nous ne fuirons pas maintenant. Ayana posa une main ferme sur l'épaule de Caleb. Voici ton épreuve. Choisis, monter à cheval et fuir pour sauver ta peau, ou rester et défendre ton sang. Le cœur de Caleb battait comme un tambour. Son choix déterminerait pour toujours qui il était. Le camp entier s'anima dans une frénésie ordonnée. Les femmes emballaient en hâte les enfants et les plus âgés, les envoyant vers les grottes dans les hauteurs, pendant que les guerriers aiguisèrent leurs lances et vérifièrent leurs fusils. Le feu du matin se reflétait sur les lames, comme si même le soleil voulait participer à la bataille qui s'annonçait. Caleb se retrouva au centre de cette tempête. On lui tendit un fusil lourd, familier, mais chargé de nouvelles responsabilités. Ce n'était plus une arme pour protéger un ranch contre des coyotes ou des voleurs de bétail. C'était un outil de survie pour tout un peuple. « Reste près de moi, » dit Ayana, montant son cheval avec une aisance féline. « Ne cherche pas la gloire. Cherche à protéger ceux qui sont autour de toi. » Il hocha la tête, même si ses entrailles se nouaient. De l'autre côté de la vallée, Gareth et ses hommes se déployaient en ligne. 50 silhouettes armées, le regard fixé sur les tipis et les feux encore fumants. Gareth leva son fusil, pointant le camp comme un juge qui prononce une sentence. « Aujourd'hui, on en finit avec ces sauvages, » déclara-t-il. « Pas de prisonniers. Pas de pitié. » Un rugissement d'approbation parcourut ses troupes. La première salve résonna comme un tonnerre. Les balles sifflèrent, arrachant des éclats de bois et de pierre. Les guerriers apaches répondirent aussitôt, leurs tirs précis fauchant plusieurs assaillants. La vallée entière s'embrasa de fumée et de cris. Caleb, accroupi derrière un rocher, tira à son tour. Il vit un des hommes de Gareth tomber de cheval, ses bras battant l'air comme un pantin désarticulé. L'image le hanta aussitôt, il venait de tuer un homme. Pas un voleur, pas un bandit masqué, mais un soldat, un voisin peut-être. Sa gorge se serra, ses mains tremblèrent. Mais Ayana lui lança un regard dur. « Ne pense pas. Tire, ou tu mourras. » Alors il tira encore.
Gareth, posté sur une colline, observait la bataille avec une rage glaciale. Il voyait ses hommes tomber, mais refusait de reculer. « Avancez !» hurla-t-il. « Écrasez-les !» Ses yeux cherchèrent une silhouette particulière au milieu du chaos, Caleb. Le bâtard. Le fils de cette femme apache qui avait osé tromper son monde. « Je vais te briser, garçon, murmura-t-il pour lui-même, levant son fusil. Le combat dura des heures. Le soleil monte haut, implacable, transforme en lava lay en fournaise. Les deux camps s'épuisèrent, la fumée brûlait les poumons, et l'air vibrait de poudre et de sang. Caleb se battait comme un homme possédé. Chaque fois qu'il faiblissait, il se souvenait des paroles de sa mère, transmises par Ayanna, « Tu auras un jour à choisir ». Et il choisissait encore, balle après balle, cri après cri. Soudain, un cri plus fort que les autres retentit. Gareth avait percé la ligne, son fusil brandi, son cheval écumant. Il fonçait droit sur Caleb. « Voilà le fils de la traîtresse » hurla-t-il. « À moi, garçon !» Leurs regards se croisèrent. Caleb vit dans les yeux du shérif non pas la justice, mais la haine nue, brûlante, irrationnelle. Gareth tira. La balle siffla. Caleb sentit un choc violent à l'épaule, le projetant en arrière. Sa vision se brouilla, mais il resta conscient. Ayanna se jeta devant lui, son cri de guerre transperçant le tumulte. Elle abattit son cheval contre celui de Gareth, les deux bêtes se cabrèrent, leurs sabots frappant l'air. Gareth fut désarçonné, mais il se releva aussitôt, une lame luisante à la main. « Je vais finir ce que j'ai commencé », gronda-t-il. Caleb, le souffle court, leva son fusil, vide. Ses doigts tremblaient trop pour recharger. Ayanna fit un pas en avant, ses yeux flamboyants. « Tu ne toucheras pas au fils de ma sœur. » Gareth ricana. Alors tu mourras la première. I'll charhea. Tout sembla ralentir. Caleb, étourdi par la douleur, chercha autour de lui une arme, une pierre, n'importe quoi. Ses doigts se refermèrent sur le collier tombé dans la poussière. Le pendentif de turquoise brillait dans le soleil comme une étincelle de feu ancien. Des souvenirs l'assaillirent, le rire de sa mère, ses histoires chuchotées le soir, ses mains protectrices. Une force nouvelle se réveilla en lui. Il bondit, frappant Gareth de toutes ses forces avec le pendentif serré dans son poing. La pierre éclata contre la tempe du shérif. Gareth chancela, surpris par la férocité du coup. Ayanna profita de l'ouverture. Sa lame treka un arc vif. Gareth s'écroula, les yeux écarquillés, le sang coulant dans la poussière. Le silence tomba sur le champ de bataille. Puis un cri apache s'éleva, repris par des dizaines de voix, résonnant comme le tonnerre dans les montagnes. Caleb tomba à genoux, épuisé, son épaule brûlante de douleur. Ayanna se pencha sur lui, ses mains fermes. « Tu as choisi, » dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, haletant. « Non. C'est maman qui a choisi pour moi. J'ai seulement accepté. » Le vieux chef s'approcha, son regard sombre mais empreint de fierté. « Tu has proved ton courage. » Le sang d'Anna coule vraiment en toi. Caleb sentit des larmes brûler ses yeux. Pour la première fois, il ne se sentait ni perdu, ni partagé. Il savait enfin qui il était. Mais dans l'ombre des collines, quelques survivants de Gareth se retirèrent, jurant de revenir avec plus d'hommes, plus d'armes. La guerre ne faisait que commencer. La vallée portait encore l'odeur âcre de poudre et de sang. Les corbeaux tournoyaient déjà au-dessus des corps étendus, attendant que la chaleur fasse son œuvre. Pourtant, au milieu de cette scène de mort, le camp apache s'organisait dans un calme presque solennel. Les femmes recueillaient les blessés, les enfants apportaient de l'eau, et les anciens priaient à voix basse. Caleb, le bras en écharpe, observait tout cela avec un mélange de douleur et de fierté. Il n'était plus l'étranger maladroit qui doutait de sa place dans le monde. Il était devenu un frère, un fils, un héritier. Mais il savait aussi que la bataille gagnée n'était qu'un prélude. Ayanna vint s'asseoir près de lui. Ses traits étaient fatigués, marqués par la tension et la perte, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « Gareth est mort, dit-elle. Mais d'autres viendront. Les colons n'accepteront jamais facilement qu'un Whitmore se tienne à nos côtés. Caleb hocha la tête. Alors il faut leur prouver que je ne suis pas un traître, mais un pont. » Quelques jours plus tard, un convoi arriva au camp.
À sa tête chevauchait le capitaine Morrison, son uniforme poussiéreux mais toujours impeccable. Autour de lui, une dizaine de soldats. Ils ne brandissaient pas leurs armes, mais leurs mains restaient proches des crosses de leurs fusils. Le silence tomba sur le camp lorsque les chevaux s'arrêtèrent. Morrison descendit de cell ets Evancasul. Ses yeux balayèrent la scène, les tipis, les enfants, les guerriers aux cicatrices fraîches. Puis son regard se posa sur Caleb. « Whitmore, dit-il d'une voix rauque. On dit que tu as choisi ton camp. » Caleb sentit les regards de toute la tribu peser sur lui. Il s'avança, la douleur de son épaule atténuée par la gravité du moment. « J'ai choisi la vérité, capitaine. Ma mère était votre voisine, votre amie peut-être. Mais elle était aussi Anna Whitecrow, fille de ce peuple. » Morrison resta silencieux un long moment, puis poussa un soupir. « Je n'ai pas le pouvoir d'effacer les rancunes. Mais j'ai le pouvoir de rapporter ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas une bande de pillards, mais une famille défendant ses morts contre un voleur. » Il sortit un document plié de sa poche et le tendit à Caleb. « Ceci vient du gouverneur territorial. Une proposition. » Autour d'un feu, ce soir-là, Caleb lut la lettre à voix haute devant le conseil. Les mots parlaient de reconnaissance officielle, d'un terrain concédé aux Apaches comme colonie légale, protégée par la loi. C'était une offre fragile, pleine de conditions et de pièges, mais c'était aussi une lueur d'espoir. Ils veulent la paix parce qu'ils craignent une guerre, conclut Ayanna. Mais si nous savons utiliser cette peur, peut-être pouvons-nous bâtir quelque chose de durable. Levieux Joseph Whitecrow Leveson Battennewer. Sa voix tremblait, mais portait encore une autorité incontestable. La paix est une arme plus puissante que toutes nos flèches. Mais elle exige un chef capable de parler les deux langues, de marcher sur les deux chemins. Ce chef, c'est Caleb. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains acquiescèrent, d'autres froncèrent les sourcils. Un jeune guerrier se leva brusquement. Comment pourrions-nous confier notre avenir à un sang-mêlé? Il n'a pas grandi parmi nous. Caleb sentit la colère monter, mais Ayanna posa une main ferme sur son bras. Elle prit la parole, sa voix claire comme le tonnerre. Il n'a pas grandi parmi nous, non. Mais son cœur a choisi notre camp dans la vallée du sang. Il a saigné pour nous. Et le sang qu'il a versé est le même que celui de sa mère, la fille perdue de notre peuple. Le silence retomba. Puis, lentement, les anciens hochèrent la tête. Cette nuit-là, Caleb ne trouva pas le sommeil. Le pendentif d'argent reposait contre sa poitrine, lourd comme une promesse. Il songea à sa mère, à son rire, à ses peurs, à son désir de retour jamais accompli. « Tu voulais me cacher cette vérité, pensa-t-il. Mais maintenant que je la porte, je ne reculerai pas. » Au loin, les collines luisaient sous la lune. Et dans leur ombre, il savait que des yeux hostiles les observaient encore. La mort de Garrett n'avait pas effacé la haine. Elle l'avait seulement attisée. Les semaines suivantes furent marquées par une étrange accalmie. Les champs se repeuplèrent, les tipis se dressèrent plus nombreux, et l'air du matin portait de nouveau l'odeur de maïs grillé et de fumée de bois plutôt que celle de la poudre. Mais sous cette tranquillité planait une tension constante. Chaque cavalier aperçu à l'horizon, chaque nuage de poussière pouvait être un détachement armé. Caleb s'appliquait à sa nouvelle tâche, apprendre les coutumes, écouter les récits, traduire les mots des anciens pour les messagers venus des forts. Son rôle n'était pas celui d'un chef militaire, mais celui d'un médiateur, d'un passeur entre deux mondes qui ne se comprenaient que par la peur. Un soir, autour du feu, il demanda à Ayanna. « Crois-tu vraiment que la paix est possible ?» Elle resta un moment silencieuse, les yeux fixés sur les flammes. « La paix n'est jamais donnée, » répondit-elle enfin. « Elle est toujours achetée. Avec du sang, avec de la douleur, parfois avec la trahison. Mais elle vaut chaque cicatrice. » Caleb hoka la tête. Sanger. Il savait que le prix serait lourd, et qu'il en paierait une part. Un matin, des cavaliers approchèrent du camp. Cette fois, ce n'étaient pas des soldats, mais des colons. Hommes, femmes et enfants, leurs visages durs, brûlés par le soleil, leurs chariots chargés de ballots et de cages à poules. Ils s'arrêtèrent à bonne distance, attendant. Caleb reconnut certains d'entre eux, des visages croisés jadis au marché de Silverton, des voisins de son enfance. L'un d'eux, M. Hargrove, leva la main et s'avança. « Nous avons entendu parler de l'accord, dit-il d'une voix méfiante. Si c'est vrai,
alors vos Indiens auront leur terre. Mais nous, que nous reste-t-il? Le ton n'était pas menaçant, mais lourd de rancune. Caleb inspira profondément. Il reste assez pour tous, si nous choisissons de partager plutôt que de voler. Les collines portent encore de l'eau, la vallée encore de l'herbe. Mais si nous recommençons à nous entredéchirer, aucun de nous ne survivra. Un murmure parcourut les colons. Certains secouèrent la tête, d'autres évitèrent son regard. Mais nul ne tira d'armes. C'était déjà une victoire fragile. La rumeur de cette rencontre se répandit rapidement. Certains journaux de l'Est titrèrent sur « Le métis qui parlait pour les sauvages », d'autres sur « L'étrange alliance de Silver Valley ». Caleb devint malgré lui une figure publique, symbole d'espoir pour les uns, de trahison pour les autres. Au camp, cette notoriété n'apportait ni répit ni fierté. Les guerriers continuaient de s'entraîner, les veuves pleuraient encore leurs morts. Et dans l'ombre, des cavaliers inconnus rôdaient la nuit, laissant des flèches brisées plantées dans le sol, un avertissement. Gareth avait des frères, murmura Ayanna. Ils ne laisseront pas sa mort sans vengeance. Caleb sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas seulement une querelle entre deux mondes. C'était une guerre de famille, de lignée, où le sang appelait toujours le sang. Un soir, alors que la lune s'élevait au-dessus des collines, un messager haletant arriva au galop. Des ranches brûlant criait-il. 3 familles massacrées, bétail abattu. Le camp se leva comme un seul homme. Certains accusèrent aussitôt les colons, d'autres jurèrent que c'était l'œuvre des Apaches dissidents. La peur et la colère menaçaient de déchirer de l'intérieur l'équilibre fragile que Caleb et Ayanna s'efforçaient de bâtir. Au conseil, les voix s'élevaient, furieuses. « Nous ne pouvons rester immobiles », hurla un guerrier. « Si nous attaquons sans preuve, » répliqua un ancien, « nous serons les coupables aux yeux de tous. » Caleb s'y leva. « Assez, » dit-il. « Que la vérité soit notre arme. Je mènerai une enquête. S'il s'agit de colons, je le dirai. S'il s'agit de nos frères égarés, je le dirai aussi. Mais nous ne devons pas laisser les mensonges décider de notre avenir. » Les regards se tournèrent vers lui, certains sceptiques, d'autres confiants. Finalement, Joseph Whitecrow hocha la tête. Alors part, Caleb. Découvre la main qui allume ses flammes. Ainsi commença pour lui un nouveau voyage, non plus pour trouver ses origines, mais pour protéger l'avenir. À cheval, accompagné de quelques guerriers fidèles et d'Ayanna, il suivit la piste des incendies, dans les vallées noircies et les collines fumantes. Chaque ferme détruite portait la même marque, une croix tracée dans la cendre. Ce n'est pas la main Apache, dit Ayanna en caressant du doigt le symbole. C'est autre chose. Caleb franca les sourcils. Une mémoire lointaine remonta, il avait déjà vu ce signe, gravé sur les murs d'un saloon abandonné. C'était l'emblème d'un gang disparu depuis des années, les Black Spurs. Des hors-la-loi que l'on croyait morts ou dispersés. Alors la vérité est pire que ce que nous pensions, murmura-t-il. Ce n'est pas une guerre d'Indiens contre colons. C'est une guerre allumée par des fantômes du passé. Cette révélation le glaça. Car il savait que les Black Spurs n'avaient pas seulement soif d'or ou de terre. Ils cherchaient le chaos, l'anarchie, l'effacement de toute loi. Et dans ce chaos, ils prospéraient. Pour Caleb, le combat prenait une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de survivre ou de défendre un héritage. Il s'agissait de protéger un fragile espoir d'un avenir où 2 peuples pourraient, enfin, ne plus s'entretuer. Et au fond de lui, il comprit. Cette mission le conduirait là où sa mère n'avait jamais osé retourner, au cœur du territoire perdu, là où tout avait commencé.